Basic Fit, chaîne de salle de sport ici. Bon, la question qu'il faut se poser généralement, c'est est-ce que les chaînes de sport en question sont détenues en propre ou en franchise? D'accord? Faites très attention. Alors, et ici, je ne vois pas comment ce business il pourrait avoir un avantage concurrentiel. C'est parce que c'est un business qu'il est facile de pénétrer, généralement. Mais bref, ça c'est juste un avis comme ça. On va aller regarder les chiffres. Elle fait de bons chiffres. 940 millions ici, je pense qu'on aura peut-être plus si elle a publié, si elle publie ses résultats annuels ici. En pleine croissance, pourquoi est-ce qu'on a de la croissance? Est-ce que la croissance est due à l'ouverture de nouveaux de magasins de plus en plus élevés? Enfin, excusez-moi. Est-ce que la croissance est due ici à l'augmentation du nombre de magasins ou bien c'est le revenu par... excusez-moi, quand je parle de magasins, je parle de salles de sport. Est-ce que la croissance est due ici à l'augmentation du nombre de salles de sport du groupe ou bien par rapport au revenu par salle de sport? C'est intéressant de regarder généralement le revenu par salle de sport ici. Quel est le taux de rétention également dans ce secteur? Il est généralement très bas. Enfin, il est, on peut, ce serait rare de voir des taux de rétention de 90% ici. Dans tous les cas de figure, regardez le taux de rétention. Donc, regardez également le coût d'acquisition des clients, notamment combien est-ce qu'on investit en marketing ici. Donc, on continue en regardant ceci. Le revenu, les marges brutes ici sont plutôt stables. On a près de 80%, très très bien. Ensuite, on va regarder les marges EBITDA. En marge EBITDA, on a près d'une trentaine de pourcents. C'est également assez intéressant. Ensuite, on compare les free cash flow et les net income. Et vous pouvez le voir ici, ce n'est pas une entreprise qui gagne de l'argent. Enfin, actuellement, on a quelques millions. En termes de free cash flow, c'est énorme, près de 189 millions ici. Mais si on parle de salle de sport, je pense qu'on parle également ici de loyer. Ça m'étonnerait qu'elle détienne ses propres salles de sport ici. Et si elle ne détient pas ses propres salles de sport, il y a de grandes chances que ces free cash flow-ci soient impactés positivement par par les loyers, en fait. D'accord? Je ne dirais pas l'évolution des loyers, mais voilà. Que ce soit impacté par les différents loyers qu'on a présentement en cours. Donc, pour les compagnies européennes, je ne suis pas étonné. C'est pour ça que j'ai souvent du mal à prendre des free cash flow pour ces entités-ci. Et c'est également une entité en croissance. Donc, il n'est peut-être pas idéal de l'évaluer en prenant en considération uniquement comment on appelle ça encore? En prenant en considération les marges actuelles. Peut-être que les marges actuelles seront peut-être plus élevées dans le futur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les marges EBITDA qui ont l'air d'être plutôt stables et le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA ici sera généralement, je prendrai un ratio de 10. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que j'ai pris un ratio de 10, allez lire le livre qu'on appelle Deep Value, de Tobias Carlyle. Il parle on détaille ici la valeur d'entreprise sur EBITDA, dépendamment des secteurs d'activité et pourquoi est-ce qu'on sélectionne généralement 10 comme la base, entre parenthèses. Ça veut également dire ici que quand on achète cette compagnie en date d'aujourd'hui, on veut à peu près un rendement des EBITDA de 10%. D'accord? Par rapport à la valeur d'entreprise. Le 10 n'est pas juste fait comme ça. Donc, je dirais, on prendra peut-être la peine d'expliquer ça ici un jour, mais voilà, je prendrai la valeur d'entreprise sur EBITDA de 10. Ou bien je dois guesstimer les résultats. Donc, on prend en considération les résultats actuels en extrapolant un tout petit peu. D'accord? Mais ça également, j'aime le faire en lisant les rapports financiers, après avoir lu les rapports financiers, chose que je ne compte pas faire sur cette compagnie. Mais, je dis ceci. Ici, on est là pour analyser les chiffres. Et pour le moment ici, c'est un business qui a l'air de plutôt être en croissance, mais les free cash flow ne collent pas avec la réalité du business en date d'aujourd'hui. Même si on prévoit des free cash flow de plus en plus élevés demain, c'est une entreprise, tant qu'elle a de la croissance, elle peut s'échanger à 20 fois les bénéfices. C'est possible. En maturité, on sera plutôt aux alentours de 17-15 fois les bénéfices. OK? Donc, en prenant en considération les bénéfices nets ici par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, et pour le moment, ça ne semble pas être un business très prévisible. Donc, à prendre avec des pincettes, on sera à peu près un rendement sur coût de 6,5%. OK? Maintenant, si je prends la valeur d'entreprise la valeur d'entreprise sur les BIDA, ça va donner combien? euh, Les BIDA des 12 derniers mois déjà. Comme je l'ai dit, je prendrai un ratio de 10 maximum. Et donc, je vais aller chercher les BIDA attendus sur les années à venir. Alors, ici, je prends ceci, je mets là. On s'attend à peu près à des EBITDA aux alentours de 11,33$ d'ici 2025 pour l'EBITDA par action
Si je le prends à 10 fois les EBITDA ici, ça fait à peu près ça fait à peu près 110 dollars. D'accord? 110 euros, excusez-moi. Si on prend le 110 euros ici, moins la dette nette actuelle. On a une dette nette de combien? On met ça là. Je mets ça en annuel. Je ferme. J'ouvre. On a une dette nette de combien? Donc, je vais juste actualiser ceci. Histoire d'aller vérifier la dette nette sur cette compagnie. Alors, voilà. 33 dollars de dette nette. Donc, si je prends par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA, moins le 33 dollars de dette nette ici par action, ça me donne à peu près 77 euros. C'est un peu trop, non? En tout cas, ça nous donne 77 euros. Mais je rappelle ici que l'EBITDA peut être influencé ici, on peut être influencé ici énormément par la dépréciation amortissement. D'accord? Donc, est-ce que la somme qu'on déprécie ici, est-ce qu'on l'utilise à moitié ou en totalité au niveau des free cash flow? Donc, je sors généralement de cette analyse-ci avec beaucoup de questions. Les chiffres semblent être encourageants, je vais le dire comme ça. Mais pour le moment, j'aurais laissé cette compagnie mûrir un tout petit peu. Alors, si on déprécie à peu près 300 millions ici, Fund from Operation, donc ça donne à peu près aux alentours, on investit à peu près 279 millions, ok. Est-ce qu'on paye les loyers quelque part ici? Pour les loyers, il va falloir aller vérifier directement dans les rapports financiers. Non, on n'a pas ça ici. Dans les états financiers, en allant directement les prendre sur le site web de la compagnie ici. Donc, pour le moment, ce que je vois est plutôt, je dirais, encourageant pour ces résultats-ci, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. Si je prends par exemple la valeur d'entreprise sur le revenu, en moyenne ici, le business s'échange à combien de fois les revenus en moyenne? Ce serait bien également de prendre un concurrent qui fait à peu près la même chose, parce que si on prend les Leisure Facility, ici, j'aurais pu prendre ça, j'aurais pu faire un screening avant de faire la vidéo ici. Mais voilà, ici, par rapport à si cette compagnie a tendance à se payer à 3,56 fois les revenus. 3,56 fois les revenus ici, moins la dette nette. Si on prend à peu près la moyenne ici, moins la dette, nous avons 78 euros, moins la dette nette à 33 euros par là, on va tomber aux alentours ici des... Voilà, un peu moins que 40, je pense que c'est 44 euros par là, n'est-ce pas? Ce qui nous convient encore, ce qui nous encourage encore à dire que nous avons une entreprise qui est sous-évaluée. Donc, non seulement du point de vue bénéfice, mais également du point de vue ratio de valeur par rapport aux mesures comme le price, la valeur d'entreprise sur le revenu, ainsi que la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. OK? Mais en sortant d'ici, ce n'est pas une entreprise. Je laisserai cette compagnie-ci mûrir. Je sais qu'il y a c'est de la consommation discrétionnaire. Donc, les goûts des clients peuvent changer très rapidement. Et je sais ici que oui, on peut avoir une croissance très élevée présentement, mais le coût on s'attend certes à des bénéfices nets de plus en plus élevés dans le futur. Mais le coût d'acquisition des clients ici pourrait continuer à augmenter. Et si c'est une entité qui utilise ici des coachs, par exemple, elle aura tendance à payer de plus en plus, à payer des montants de plus en plus élevés à ces coachs-là. Ou bien ces coachs-là vont également avoir tendance à partir. On a peut-être 3 millions de membres ici. Donc, pour quelqu'un qui va investir cette compagnie, surveillez l'évolution du nombre de membres. Surveillez également le taux de rétention. D'accord? C'est très important. Toujours, je pense même que c'est une métrique. Et regardez également le revenu par membre. Combien est-ce qu'on gagne par membre? Est-ce que ça augmente de plus en plus ou bien est-ce que ça diminue? Donc, je sors ici avec un ensemble de questions à poser. Les chiffres actuels, si quelqu'un si quelqu'un s'attend fait confiance au management, comprend le marché de cette compagnie-ci, on peut avoir de très beaux chiffres dans le futur. Mais je n'ai pas, à ma connaissance, je n'ai pas de compétiteurs ici, de compagnies faisant à peu près la même chose côté en bourse. À ma connaissance, je ne connais pas. Je sais que ça existe certainement, mais je n'ai pas une entreprise à laquelle que je pourrais prendre ici comme comparaison, surtout pour quelque chose surtout comme une entreprise qui a à peu près un historique un peu plus élevé ici. Donc, je resterai à peu près sur ces questions-là. Donc pour moi, ici, je resterai sur c'est encourageant pour les chiffres, mais il y a beaucoup de questions à poser au-delà de ces chiffres-là. Comme je l'ai dit,
nombre d'employés, nombre de clients, taux de rétention, le coût d'acquisition ici, le coût d'acquisition, généralement, c'est combien est-ce qu'on dépense en marketing ici par rapport au nombre de clients qu'on récupère. OK. On va ici, voilà, par exemple, membership grow. On a un churn rate ici, normal, de 4% par mois. Quoi? C'est pas 4% par mois, c'est beaucoup, hein? Même pas annuel, c'est 4% par mois. Donc, ça dit qu'on pour continuer à avoir cette croissance-ci, il faut il faut vraiment booster en marketing, hein? Ok, 4% par mois. Pourquoi elle ne présente pas ça en annuel, en fait? Premium membership, ok, parfait. Donc, quelle est également la threat average yield ici? Premium price, ok. Donc, on a à peu près 25 euros en supplément. Ok. C'est par semaine? Ouais, par semaine. Ok. Donc, elle peut augmenter les prix ici par utilisateur. Donc, ici. Bref, je pense que j'ai fait le tour sur cette compagnie, hein. C'est pas un business. Je sais que les salles de sport, généralement, c'est très facile à ouvrir. Ça ferme également très rapidement. J'aurais préféré un système de franchise. Donc, il faut également vérifier est-ce que l'entreprise prévoit s'orienter vers un système de franchise. Si c'est le cas, ça peut être une bonne chose. On aura un opérateur, nous, on va faire le marketing, etc. Et on va se rémunérer ici on va prendre une partie ici des revenus. OK? Donc, faites attention également aux métriques comme les bidets. Par exemple, ici, on vous met le membership, le revenu, le nombre de clubs, les bidas. Les bidas, ce n'est pas du free cash flow. OK? Les bidas, ce n'est pas du free cash flow. Est-ce qu'on communique sur les free cash flow ici? Fitness membership penetration. Donc, ils vous disent ici qu'il y a encore de la croissance derrière. Par exemple, la moyenne ici, c'est par rapport aux États-Unis. Donc, en sous-entendant qu'on aura à peu près la même culture, la même culture ici du corps comme aux États-Unis, enfin, sur certaines régions aux États-Unis, hein, parce qu'également, on a des obèses énormément aux États-Unis, mais également la culture ici d'un beau corps est très prononcée aux États-Unis. Okay. Donc, vous allez voir un corps musclé, on va le dire comme ça. Et vous voyez que le taux de pénétration ici des salles de sport aux États-Unis est de 22%. Et en Europe, ici, semble-t-il que cette compagnie a envie de consolider ce secteur d'activité-là en Europe. Ça peut être une bonne chose, ça peut être une bonne idée ici. Est-ce qu'ils vont réussir? Je n'en sais rien. Comme vous pouvez le voir également ici, on a certaines datas, certaines entreprises qui sont peut-être cotées en bourse. Par exemple, elles s'orientent plus. Certaines sont dans le low cost, certaines sont dans le premium. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est pour ça que je dis ici que pour entrer dans ce business-ci, c'est très facile. Et comme vous pouvez le voir, le système de franchise ici, c'est non pour Basic Fit. À ce niveau-ci, il n'y a pas de franchise. Pour l'orange, c'est ça, c'est l'orange bleu. Les salles de sport ici, l'orange bleu, c'est plutôt un système également de franchise. C'est plutôt un système de franchise, c'est une bonne chose. C'est la franchise ici, voilà, c'est juste l'exploitation de la marque, hein. Donc il y a plus de marge ici à ce niveau-là. Bref, c'est bien toutes les datas qui vont vous donner le diabète, le poids, le surpoids, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a également Ozempic quelque part. Les gens n'aiment pas fournir beaucoup d'efforts pour avoir un corps, pour maigrir. Ok, ils veulent s'asseoir sur un canapé, se piquer et maigrir. Tout va dépendre du prix de ces différents produits-là. N'oubliez pas qu'on est en compétition avec ce genre de choses. Bref, en tout cas, quantitativement, je ne dirais pas que c'est mauvais. Mais il y a un ensemble de questions à poser en supplément. Je pensais que cette vidéo allait me prendre 5 minutes ici, mais voilà, c'est juste qu'il faut faire attention aux métriques qu'on vous donne ici. L'EBITDA, ce n'est pas de la rentabilité. C'est un truc qu'on peut manipuler. OK? Donc, si on le prend ici, il faut vraiment le prendre avec des pincettes. D'accord? Parce que la différence entre l'EBITDA et les free cash flow ici est tout simplement énorme. D'accord? Donc, faites attention. Si c'est un business qui vous intéresse, allez-y poser les questions que je vous ai... le questionnement que j'ai tantôt développé ici, ça pourrait être intéressant de commencer par là. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je n'ai même pas parlé de dette, hein, parce qu'en réalité, on rembourse la dette avec les free cash flow. Free cash flow, il y en a presque... ces free cash flow-là sont questionnables, à mon avis. Donc, si on n'a pas... Je pense que si on a 1500, puisque c'est une compagnie européenne, si on a 1500... comment on appelle ça? 1500 salles de sport, on a certainement ici des coûts liés au loyer. Et d'ailleurs, même, c'est parce que je n'aime pas ne pas avoir d'informations. Je vais prendre un annual report ici, juste pour les besoins de la cause. On va le faire ici, comme ça.
Non, je suis tellement peu efficient avec les vidéos. Parce qu'à chaque fois, je pense faire une vidéo en 5 minutes, quelque chose que je peux faire ici, mais j'ai toujours envie de donner le maximum d'informations. C'est parfois plus fort que moi. Parce qu'en même temps que je regarde une compagnie que je ne connais pas, j'ai envie de donner les meilleures informations possibles. S'il faut juste faire des vidéos en 5 minutes, on peut le faire. Ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse d'ailleurs, mais il y a des informations qui, selon moi, pourraient être intéressantes pour des gens comme vous. Enfin, pour ceux qui sont tentés d'investir sur ce genre de business-là. Mais ne vous faites pas avoir par les métriques qu'on va avoir tendance à développer, etc. Dites-vous qu'il y a toujours des alternatives et la pénétration ici de ce business est très facile. Vous-même, vous pouvez ouvrir une salle de sport. Donc, j'espère qu'elle va s'orienter vers un business de franchise ici. Je cherche les rapports financiers, le bilan, histoire à peu près d'avoir une idée générale des loyers en cours. Vous voyez, par exemple, on vous met ici des concurrents. Généralement, quand vous regardez la rémunération d'un client, d'une compagnie, quand elle vous met des compétiteurs ici, par exemple, les concurrents du même groupe de référence, vous pouvez retrouver des concurrents. Mais ici, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on se compare à BE Semiconductor. Ça n'a pas trop de sens. Albert, peut-être, est-ce que c'est... Planète Fitness, je peux comprendre. Et puis d'ailleurs, Planète Fitness, je pense qu'ils sont cotés en bourse, non? Planète Fitness. Ah, Planète Fitness est coté en bourse. Eh ben, ça tombe bien. Donc, si on a du Planète Fitness depuis 2017 ici, la marge brute plutôt 55, les marges EBITDA 42, c'est énorme, hein? Les free cash flow 194, les net income, quand même, Planète Fitness, ça fonctionne très bien. Donc, c'est peut-être pas si fou que ça, ce business-là. C'est peut-être pas si fou que ça. Et les États-Unis, généralement, je pense que les free cash flow représentent la véritable rentabilité de ce genre d'entreprise. Donc, ici, et peut-être qu'il faut également vérifier si Planet Fitness n'est pas des franchises. Hein. Attention. Donc, ici, les marges dans ce genre de business sont peut-être très élevées. D'accord? Donc, ça peut être intéressant d'aller creuser en profondeur. En tout cas, vous avez des concurrents ici. Moi, je suis en train de rechercher mes informations par rapport au loyer. Est-ce que je vais aller je cherche, voilà, Financial Testament. On l'a ici, excusez-moi, mon patron pleure derrière, donc je vais bientôt arrêter cette vidéo-là. Donc voilà, vous allez Lease Liability, 216 millions ici. Donc on a des loyers à ce niveau-ci. Je recherche ici le Cash Flow Testament, Operating Activity. Je vais aller regarder au niveau des loyers, où est-ce qu'on paye les loyers. Ici, Borrowing, voilà, ok. Je pense qu'on paye les loyers à ce niveau-ci. Donc, il faudrait faire attention. Repayment of lease. Oh, voilà. Donc, les free cash flow ici, on ne doit pas les prendre en considération. Bref, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.